Rebonjour à tous et première partie de votre morning. Avant de se diriger vers la revue de presse moyen-orientale, on prend la direction immédiatement de la Thaïlande. Vous le savez, depuis 24 heures, l'armée a décrété un coup d'État, couvre-feu sur toute la Thaïlande, de 22 heures jusqu'à 5 heures du matin. Plusieurs responsables des autorités thaïlandaises ont été invités, ou plutôt réquisitionnés par le général de l'armée. On prend la direction de Bangkok avec vous, Boaz Bismuth. Merci de répondre à nos questions ce matin. Comment s'est passée tout d'abord la nuit en Thaïlande ? Oui, bonjour. Une nuit était un peu bizarre, un peu différente. Vous savez que Bangkok est une ville de nuit. Les touristes arrivent ici pas seulement pour se promener le jour, mais aussi la nuit. Et là, de 10h à 5h, en fait, la ville était déserte, sauf quelques voitures qui étaient autorisées de prendre la direction de l'aéroport. C'était la seule chose qui était permise hier soir par les militaires. Et qui déambule justement dans les rues ? Est-ce que ce sont plutôt les touristes, les journalistes comme vous ou les Thaïs eux-mêmes ? Alors justement, il faut savoir une chose, c'est que d'un côté, l'armée veut se voir dissuasive, mais surtout pas méchante, dans le sens où les Thaïlandais m'ont expliqué hier que si on sort éventuellement après 10 heures ou si on est dehors pendant le couvre-feu, les militaires vont pas finalement tirer sur vous, ils vont seulement vous dire de rentrer chez vous. Encore une fois, c'est ambiance très bon enfant. Il faut oublier qu'on parle de la Thaïlande, un pays qui a l'habitude de voir des coups d'État. Nous sommes au 18e, si ce n'est un coup, une tentative depuis 1932, depuis que la monarchie constitutionnelle. Et il faut savoir encore une chose, c'est qu'en 10 ans, 2 coups d'État. Donc les Thaïlandais ont un peu l'habitude. Donc vous allez voir des gens pas très contents du coup, mais finalement pas très inquiets parce qu'ils savent à peu près le scénario, à quoi s'attendre. Et au niveau des médias, Boaz, 10 chaînes de télévision ont été censurées, fermées. On le sait, le site d'i24 News est quasiment fermé du côté de la Thaïlande. Comment ça se passe au niveau des médias ? Est-ce que vous êtes libre de pouvoir dire ce que vous voulez ? Tout à fait. Les médias, c'est très intéressant parce que maintenant encore, si vous êtes par exemple dans un hôtel ou chez vous en Thaïlande et vous allumez la télévision, vous allez voir seulement, vous allez écouter surtout des chants patriotiques. Et il y a 5 minutes, après 12 heures, je pense qu'on avait vu seulement sur l'écran, on a entendu seulement des chants, et de temps en temps l'annonce du porte-parole militaire, la même annonce tous les 10 minutes. Alors là maintenant, c'est le général Prayut, le général Prayut Chan-o-cha, le général, le patron de l'armée thaïlandaise, si vous voulez, qui parle maintenant et qui explique la raison de la coup d'État et le fait qu'il a convoqué chez lui 100 personnalités politiques, y compris Yingluck Shinawatra, l'ancienne Premier ministre dissoute il y a 2 semaines. Mais en ce qui concerne les médias, et I24 aussi, là en ce moment en Thaïlande, il n'y a ni CNN ni CNBC et surtout pas I24 aussi. Toutes les chaînes ne sont pas autorisées. C'est pas seulement 10 chaînes, c'est 14 chaînes et la presse écrite aussi maintenant est sous censure. En fait, c'est ça la loi martiale déjà il y a de mardi matin. Maintenant, carrément, c'est l'armée qui a pris le pouvoir. C'est l'armée qui décide tout dans tous les domaines, y compris bien sûr dans le domaine des médias. Donc si vous voulez encore une fois, l'armée quand vous sortez dans la rue, donc on essaie de garder le normal. Les gens ouvrent les magasins, les gens vont au bureau, la vie continue normalement. Mais d'un autre côté, les militaires, ils veulent se faire voir tout en étant discrets. C'est un peu le jeu thaïlandaise. Et tout ça parce qu'il ne faut pas oublier derrière tout ça, nous parlons d'un pays très industriel, nous parlons d'une région dans laquelle la Thaïlande est très importante et surtout un pays touristique qui ne peut pas se permettre de perdre les touristes. Et déjà depuis le début de l'année, la Thaïlande a perdu 500 000 touristes depuis janvier. C'est un peu inquiétant pour ce pays. Merci Boaz Bismuth en direct de Bangkok. On rappelle quand même que le coup d'État a été condamné par l'ensemble de la communauté internationale. Bonne journée à vous. Revue de presse moyen-orientale et israélienne. Yael Banchin, bonjour. Bonjour Mathias. Alors on va commencer cette revue de presse par ce conflit interne entre le ministère des Finances et Tsahal. Absolument Mathias, je vous propose de voir tout de suite cette info dans le quotidien de gauche Haaretz. On voit dans cette caricature que vous allez voir tout de suite, voilà, à la une d'Haaretz, le ministre des Finances Yair Lapid nez à nez devant un convoi de blindés menaçants conduit par le ministre de la Défense Moshe Ya'alon et le chef de l'état-major Benny Gantz. Ce sera qui cédera le premier. Le conflit interne entre le ministère des Finances et celui de la Défense pourrait mener à une issue positive, résoudre enfin les vrais problèmes de budget au sein de Tsahal. La question qui s'impose aujourd'hui, de quel côté se placera le Premier ministre Netanyahou ? S'il venait à prendre parti pour Ya'alon, Lapid pourrait en profiter pour claquer la porte du gouvernement. Vous parlez du Premier ministre, on va parler du Président et la chasse est ouverte.
Absolument, incontestablement. Je vous rappelle que les candidats devront obtenir 10 signatures des membres de la Knesset pour être éligibles, et ce, avant mardi prochain, le 27 mai. Le parlementaire Meir Shitrit vient se greffer à la liste des candidats, et un autre auquel on ne s'attendait plus, David Levy, ancien ministre israélien, devrait annoncer cet après-midi son intention de se présenter aux élections présidentielles. Regardez plutôt cette nouvelle dans Energy, la version online du quotidien centriste Maariv. David Levy n'est plus actif sur la scène politique depuis plusieurs années, et je vous rappelle qu'il avait été violemment critiqué pour sa politique trop molle et son anglais inexistant à l'époque où il était ministre des Affaires étrangères entre 1996 et 1998. Et je voudrais terminer ce sujet avec cette caricature d'Haaretz. On voit ici Benjamin Netanyahou et sa femme Sarah qui viennent jusqu'à Beth Shean dans le nord du pays, qui est la ville où vit David Levy, la toute petite ville où vit David Levy aujourd'hui, pour le chercher. Il demande à un passant s'il connaît un David Levy. C'est comme demander à un Français s'il connaît un François Dupont, et lui est en train de bronzer sur son transat alors que le Premier ministre le cherche. Netanyahou nie quant à lui avoir incité David Levy à se présenter au présidentiel. Et sa fille David Levy, qui est députée, qui a été nommée l'une des femmes les plus belles, en tout cas les femmes députées les plus belles au monde. Alors on parle d'un sujet beaucoup plus sérieux, celui des élections palestiniennes, en tout cas le gouvernement d'union nationale, et un nom qui ressort, celui de Marwan Barghouti. Oui, Mathias, regardez plutôt cette info dans le site de l'agence de presse palestinienne Ma'an. Un sondage réalisé dans les territoires palestiniens affirme que la majorité des Palestiniens soutiendraient Marwan Barghouti pour les prochaines élections. Je vous rappelle qu'il est emprisonné en Israël pour son implication directe dans plusieurs attentats qui ont coûté la mort à des dizaines d'Israéliens. Il est considéré comme le chef des 2 intifadas, et depuis son incarcération, il est devenu le symbole de la cause palestinienne. Dans la rue palestinienne, on le compare même souvent au Mandela palestinien. Nabil Koukaïl, qui est à la tête de l'institut qui a réalisé ce sondage, a déclaré qu'il était temps de relâcher Barghouti pour qu'il puisse enfin se présenter aux prochaines élections palestiniennes. Barghouti qui a été condamné à 5 réclusions à perpétuité. On s'envole pour la Turquie, où il y a eu des violences internes, particulièrement autour de Soma, là où il y a eu l'explosion de la mine. Oui, Mathias, je vous invite à découvrir cette nouvelle dans le quotidien libanais en langue française, L'Orient le jour. De violents affrontements se poursuivent à Istanbul entre la police et les manifestants qui condamnent l'attitude du gouvernement dans l'accident minier de Soma, qui a, je vous le rappelle, coûté la vie à 301 mineurs. Les premiers éléments de l'enquête établissent que les mineurs ne disposaient pas de chambres de confinement où ils auraient pu se réfugier. La police a tiré des gaz lacrymogènes, on le voit sur cette photo, et usé de canons d'eau contre quelques dizaines de contestataires qui lançaient des cocktails Molotov. Pour terminer, des maths et toujours des maths, c'est l'ouverture du baccalauréat en Israël. Absolument, Mathias, je vous propose de voir cette nouvelle dans Yediot Aharonot. Le quotidien à grand tirage, c'est vraiment l'épreuve que tout le monde redoute. Et contrairement aux années précédentes, les écoliers sont sortis hier de l'épreuve plutôt satisfaits et avec le sentiment que les sujets étaient adaptés à leur niveau, ce qui, je vous le répète, n'a pas été le cas depuis très longtemps. Une rumeur a priori fondée circule depuis hier selon laquelle les sujets ont été diffusés sur le réseau WhatsApp. En réaction, le ministère de l'Éducation nationale a d'ores et déjà porté plainte contre plusieurs lycées arabes du nord du pays, d'où les fuites seraient advenues. Ça n'arrive pas donc qu'en France, puisque ça c'est partout à mon avis. Exactement, merci. Et à la Merci Mathias. Et place avant de poursuivre ce morning aux principaux titres de l'actualité ce matin. Bien évidemment, c'est la Thaïlande. Première nuit passée sous un couvre-feu dans le pays. Déjà les premières réactions de la communauté internationale. Les États-Unis, par la voix de John Kerry, le secrétaire d'État, condamne et menace de suspendre la coopération militaire avec son allié. En Égypte, à moins de 3 jours des élections présidentielles, les forces de sécurité ont tué le leader d'un groupe djihadiste basé dans le Sinaï, Ansar Bayt al-Maqdess, ainsi qu'au moins 3 autres de ses membres. Je vous rappelle que les élections présidentielles auront lieu les 26 et 27 mai prochains. Au Mali, les rebelles Touaregs ont repris le contrôle de la ville de Kidal dans le nord du pays. Les autorités maliennes ont précisé d'ailleurs que l'autre grande ville, Ménaka, était sous pression des groupes armés. L'actualité au Proche-Orient, c'est aussi la Syrie et de nouveau la Russie et la Chine qui refont parler de 4e blocage d'une résolution anti-syrienne au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une résolution lancée par la France. Jacques Neria, bonjour. Oui, bonjour. On va parler de la Syrie dans un instant. Je voudrais vous nous rappeliez un petit peu l'importance tout d'abord de l'Égypte. On en a parlé
dans ces titres de ce leader du groupe Ansar Bayt al-Maqdis. Effectivement, c'est une très grande réussite, je pense, des services égyptiens, quoique ça a été camouflé comme quoi c'est une tribu locale qui a tendu une embuscade contre son convoi et qui l'a tué. De toute façon, ça sera difficile pour Ansar al-Maqdis de remplacer son leader. Ça prendra un certain temps, ce qui nous permet à nous de comprendre que les Égyptiens sont très actifs au Sinaï aujourd'hui. Groupe djihadiste en Égypte, groupe djihadiste cette fois en Syrie. Les combats continuent en Syrie. Bachar al-Assad, selon les renseignements israéliens, qui se concentrerait principalement dans le centre du pays et qui laisserait certains fiefs aux djihadistes. Est-ce que c'est crédible ? Écoutez, je l'ai toujours dit, Bachar al-Assad tient le coup. Je dirais, c'est à la grande surprise de tout le monde. Ça fait déjà 3 ans que ça dure. Il vient de reprendre du terrain du côté de la frontière libanaise. Donc, il a permis à Hezbollah d'établir ses liens logistiques. Il a repris Homs. Et puis, dernièrement, maintenant, il a libéré la célèbre prison d'Alep d'un siège qui durait depuis 2 ans. Il faut reconnaître que du côté du Golan, il a perdu un peu de terrain. La 60e brigade a pris la fuite. Bien que Jacques, puisque une information qui vient de nous parvenir ce matin, à savoir que les commandos d'unités d'élite du Hezbollah, pilotés par les Iraniens et surtout aidés par les Russes, seraient aux portes du Golan syrien, ça serait une première. Écoutez, on sait déjà depuis longtemps que l'armée syrienne était encadrée par des officiers des gardes révolutionnaires iraniens. On sait que Hezbollah s'est vu confier des lignes très difficiles et ce que nous comprenons aujourd'hui, c'est de la situation, c'est que Hezbollah, les unités d'élite vont combattre les djihadistes au Golan. Ce qu'il y a de nouveau ici, c'est l'apport russe. Jusqu'à présent, les Russes étaient dans le soutien logistique. Aujourd'hui, ils accompagnent jusqu'au niveau de bataillon des conseillers qui accompagnent les chefs de bataillon syriens et qui leur donnent naturellement de leur expérience vécue en Afghanistan et en Tchétchénie. Que peuvent dire justement à cette occasion-là les Israéliens ? Les Israéliens, comme d'habitude, vont regarder, vont continuer et ils ont signifié. Actuellement, les rebelles qui tiennent le terrain au Golan, ce sont des rebelles qui ne sont pas des djihadistes, ce sont je dirais plutôt des séculaires ou des rebelles. Enfin, ils ne sont pas colorés de la couleur d'Al-Qaïda. Mais elle a fait savoir qu'Israël ne supporterait pas Al-Qaïda à ses frontières. Donc prévenir, comprendre et agir ou pas ? Agir au cas où la situation sur le terrain changerait dramatiquement. Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte de scission du territoire syrien, à savoir le centre et le nord qui resteraient aux mains des Alaouites et le sud plutôt aux mains des djihadistes ? Écoutez, ça existe déjà aujourd'hui. Le régime syrien s'est concentré sur les grandes villes, sur les régions alaouites, donc sur la bande qui lie Latakia jusqu'à Damas. Au nord, le Kurdistan syrien a revécu, donc ça a été réinventé. Et à l'est, du côté de l'Irak, ce terrain a été délaissé par le régime syrien, vu la grande étendue et vu, je dirais, son importance relative par rapport à la Syrie. D'où cette influence russe de pratiquer quasiment la pratique de terre brûlée, on rase tout. Sur son passage, on sort et on reconstruira plus tard, alors, c'est ça ? Cette stratégie, c'est la stratégie des barils explosifs. Donc, il ne faut plus de sacrifier des vies humaines et des unités syriennes qui sont englobées en un rien de temps dans des quartiers urbains. Ce qu'il faut, c'est simplement détruire des quartiers quasiment un après l'autre pour tout ça déloger tout le monde. Ça a réussi à Homs, ça a réussi à Alep et ça a réussi à Yabroud, à la frontière libanaise. Les renseignements israéliens de leur côté, est-ce qu'ils préfèrent la présence des membres du Hezbollah sur le Golan ou plutôt celle des djihadistes ? Écoutez, les renseignements, il y a toutes sortes de renseignements, toutes sortes de moyens de renseignement qui sont sur place. Il n'y a pas à dire qu'Israël préférait Hezbollah que d'autres. C'est tout simplement Israël regarde l'ennemi en face et suit l'ennemi en face. Donc, en parlant de suite, Jacques, et ça sera ma dernière question, la présence plutôt ahurissante de la sœur de Mohamed Merah, celui qui avait commis les tueries de Toulouse, et ses 4 enfants, et qui se bat sur le terrain. La France, semble-t-il, n'était pas au courant. Écoutez, ce n'est pas la première fois que des ressortissants étrangers
traverse les frontières et arrive en Syrie. On sait très bien qu'il y a eu au moins 100 Américains qui sont arrivés sur le terrain et que la FBI finalement s'est rendu compte qu'ils avaient été en Syrie une fois qu'ils étaient retournés aux États-Unis. Donc, il y a des milliers de ressortissants étrangers, français et autres. Il y a au moins 2 brigades de Français, on les appelle Katibat el-Fransin en Syrie, qui agissent sur place. Je ne pense pas qu'il y ait un moyen hermétique de suivre, je dirais, toutes ces personnes-là qui se déplacent, tous ces individus, surtout que la frontière entre la Turquie et la Syrie est poreuse. Et ils ne passent pas, bien évidemment, par Israël. Certainement pas. Même les Israéliens, le peu d'Israéliens qui ont quitté Israël pour se joindre avec les djihadistes sont passés par la Turquie ou par un autre pays. Et finalement, ce n'est que par des communications avec leur famille que les services ici se sont rendus compte que quelqu'un était là-bas. Merci Jacques Neria d'avoir été avec nous ce matin. Merci à vous. Dans quelques instants, la suite de votre morning, on parlera de ces nouvelles révélations, nouvelles vidéos concernant la mort de 2 jeunes Palestiniens, le rapport d'enquête de Tsahal qui devrait intervenir dans quelques jours. A tout de suite. Deuxième partie de votre morning, on va s'intéresser bien dans quelques instants, vous allez l'écouter, l'éminence Emmanuel, Monseigneur Emmanuel, métropolite de France. Il est celui qui a réussi à faire en sorte que le pape François rencontre le chef de l'église orthodoxe en Israël. Et vous le savez, le pape arrive dans moins de 24 heures dans la région. Il sera en Jordanie du côté palestinien et ensuite lundi, la grande journée en Israël. Eh bien, pourquoi cette visite? Quels sont les enjeux de cette visite? Et surtout, comment vont-ils fédérer toutes les églises à Jérusalem? On écoute l'interview exclusive que nous a donnée Monseigneur Emmanuel. Mon rôle aussi dans cette visite, c'est de faciliter du côté du patriarcat œcuménique la coordination pour la rencontre à Jérusalem entre le pape François et le patriarche œcuménique Bartholomé. C'est un patriarcat qui existe depuis le 1er siècle et il a, comme je dis, un rôle très important dans l'unité et dans le rassemblement de tous les chrétiens ici. Et aussi, il y a, comme tout le monde le sait, un rôle particulier dans le status quo de Jérusalem. Le patriarche Théophile, qui est le primat de cette église, autocéphale, l'église orthodoxe grecque de Jérusalem, est là depuis quelques années et il fait un travail très important dans ce domaine. Les relations entre le patriarcat et les autorités israéliennes sont, je pense, très très bonnes. Nous l'avons vu aussi dans les échanges, dans la coopération que nous avons vue pour l'organisation de cette visite du pape et du patriarche œcuménique. De toute façon, c'est le gouvernement de l'État d'Israël qui est un des gouvernements qui a reconnu officiellement l'élection du patriarche Théophile. Donc il y a le patriarcat ayant son siège à la ville de Jérusalem. Je pense qu'il n'y a pas d'autre possibilité que d'entretenir de bonnes relations et d'espérer encore à l'amélioration de ces relations pour le bien, pas seulement du peuple orthodoxe qui vit ici, mais aussi pour tous les chrétiens qui vivent ici. Les principaux titres de l'actualité ce matin, notamment la Thaïlande. La Thaïlande, première nuit passée sous un couvre-feu
en Thaïlande et déjà les premières réactions de la communauté internationale, notamment celle des États-Unis par la voix de John Kerry, qui condamne et menace de suspendre la coopération militaire entre les deux pays. En Égypte, à moins de 3 jours des élections présidentielles, les 26 et 27 mai prochains, les forces de sécurité ont tué cette nuit le leader d'un groupe djihadiste basé dans le Sinaï, Ansar Bait al-Maqdess, ainsi que 3 autres membres de l'organisation. Enfin, au Mali, les rebelles Touaregs ont repris le contrôle de la ville de Kidal, dans le nord du pays. Les autorités maliennes ont précisé que de l'autre grande ville, Ménaka, était sous pression des groupes armés. Je vous l'ai annoncé tout à l'heure, retour ce matin sur la nouvelle vidéo. Cette vidéo qui montre les 2 jeunes adolescents palestiniens qui auraient été tués, en tout cas c'est la version avancée par Ramallah, par des balles réelles de soldats israéliens. Nouvelle révélation, nouvelles interrogations. I24 News s'est procuré l'intégralité des rushs. Regardez. Ces images valent-elles vraiment 1000 mots? C'est la question que soulève la parution cette semaine de vidéos montrant 2 Palestiniens se faire tuer par des tirs présumés israéliens le 15 mai dernier. D'après ces images et notre documentation, notre conclusion définitive est qu'aucun de ces enfants ne représentait de menace qui puisse justifier leur mort. Une position confirmée par l'autorité palestinienne qui accuse l'armée israélienne d'être la responsable d'un meurtre de sang-froid et d'un crime de guerre. Mais du côté de Tsahal, on affirme que l'armée n'a déployé que des armes non létales et uniquement en réponse à de violentes émeutes. I24 News a pu récupérer l'intégralité de ces images. Celle-ci semble corroborer la version israélienne selon laquelle de violentes émeutes ont éclaté dès 11h45. En réponse, Tsahal fait usage de gaz lacrymogène, comme le veut le protocole militaire dans ce genre de situation. C'était une situation qui représentait une menace de mort. Les policiers ont agi en fonction de cette menace. Quant aux images montées qui ont été publiées, j'en ai déjà vu beaucoup de semblables. Les attaques se poursuivent encore de longs moments, mais aucun Palestinien n'est pris pour cible. Des jets de pierre surviennent et durent jusqu'à quelques secondes avant l'heure du premier tir mortel supposé, à 13h45. Des faits qui contredisent la plupart des rapports diffusés dans les médias, qui parlent de calme au moment des tirs. Sans paraître se soucier de l'incident qui vient d'avoir lieu, les Palestiniens renouvellent les émeutes moins d'1 minute plus tard. Une agitation qui se poursuit par intervalles jusqu'au second incident supposé, à 14h58. Alors que l'hôpital palestinien parle de 2 jeunes touchés au cœur, celui-ci semble atteint à la jambe. Dans les 2 cas, les incohérences abondent. Des images prises d'un autre angle par une 2e caméra au moment supposé du premier tir montrent l'arrivée sur les lieux d'un véhicule, apparemment une ambulance. Étrange coïncidence. Autre fait intrigant, plusieurs caméramens apparaissent quelques secondes à peine après que la 2e victime a été touchée. Mais les images qu'ils ont tournées n'ont toujours pas fait surface, alors qu'elles auraient pu facilement confirmer la thèse des Palestiniens. D'autres aspects méritent également qu'on s'y attarde, comme l'absence notable de traces de sang ou d'ADN sur les lieux. D'autre part, étant donné la trajectoire du tir, la première victime aurait dû être projetée en arrière sous le coup de l'impact. Mais au lieu de cela, le jeune homme tombe à genoux en avant. La 2e victime, en revanche, tombe bien dans la direction du projectile. De plus, la balle qui aurait tué l'un des 2 jeunes se trouve en possession du père de la victime. Pourquoi n'a-t-elle pas été directement réquisitionnée par les autorités pour des tests balistiques? Difficile de le savoir. Mais même la question la plus fondamentale de cette affaire reste sans réponse claire. Le 20 mai, le jour de l'apparition de ces images, plusieurs organes de presse diffusent différents noms et âges des victimes. Un événement qui a saisi l'attention du public israélien. Déjà, on évoque certaines similarités avec la fameuse affaire Al-Doura. Le 30 septembre 2000, France 2 diffusait cette vidéo censée montrer Mohamed Al-Doura, un enfant de 12 ans, tombé sous les tirs de Tsahal. Des images devenues le symbole de la 2e intifada, déclenchant des campagnes anti-israéliennes massives partout dans le monde. Mais ce n'est que des années plus tard que cette vidéo s'avère avoir été faussée. Des séquences montrant l'enfant bouger les jambes et ouvrir les yeux sont coupées au montage, mais pour l'image d'Israël, le mal est fait. Pour résoudre cette affaire, il faudra, comme dans le passé, poser des questions difficiles et laisser les faits parler d'eux-mêmes. Pour l'heure, on ne sait pas encore ce qu'il s'est réellement passé ce jeudi 15 mai. La vérité, comme bien souvent, pourrait bien reposer à mi-chemin entre les 2 thèses.
Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne, ancien porte-parole de l'armée israélienne, bonjour. Je vous ai vu tiquer sur la dernière phrase, la vérité à mi-chemin entre les deux camps. Il n'y a pas une vérité à mi-chemin, il y a une seule vérité. Maintenant, il faut attendre l'enquête qui est en cours du côté israélien. Il y a également des contacts avec les Palestiniens, ce qui n'était pas le cas à l'époque de l'affaire Al-Doura, où les Palestiniens n'avaient pas voulu et avaient résolument empêché toute enquête conjointe entre Israël et le côté palestinien. Une délégation israélienne est arrivée hier à Ramallah, en civil, non armée, pour visiter les malades et notamment voir la circonférence du trou par lequel une balle serait rentrée. Est-ce que vous avez des informations? Oui, en fait, non. En fait, ce n'est pas ce sont les documents écrits qui parlent de l'incident, qui ont été montrés, qui ont été présentés aux Israéliens. Mais encore une fois, on a ici affaire peut-être à une nouvelle grosse affaire, une grosse supercherie. En tout cas, un véritable mécanisme de guerre médiatique se met en place, avec tous les éléments qui existent, c'est-à-dire un montage filmé comme par hasard exactement qui montre et qui présente les événements, ensuite une distribution et un dispatching de l'événement de par le monde, puis une analyse palestinienne avec le côté familial qui explique... on a toute... Si l'armée israélienne avait fait une bavure, Olivier Rafovitch, est-ce que cela aurait été publié immédiatement? S'il y a ici une erreur et une bavure, l'enquête le montrera, le prouvera et nous en donnerons... Comment ça se passe sur le terrain? Qui est-ce qui donne l'ordre de tirer à balles réelles? Je veux dire, dans ce cas-là, précisément, il y a sur le terrain différentes forces. Il y a Tsahal en tant que tel, il y a également des forces des gardes frontières, mais qui sont sous le commandement de Tsahal dans cette région-là. Il se peut, encore une fois, tout est possible. Nous sommes dans une situation de conflit. Du côté palestinien, il y a beaucoup de violence. Alors, on voit très peu, mais il y a des cocktails Molotov, il y a des pierres, je ne sais pas ce qu'il y a encore d'autres. Donc tout ça réuni fait que peut-être, encore une fois, il y a un danger de mort pour quelqu'un qui est en place. Il se peut qu'il y ait effectivement toujours une possibilité de bavure, mais en tout cas, à l'heure où je vous parle, nous ne pouvons pas du tout confirmer qu'il y a eu utilisation d'armes à feu et de tirs vers ces Palestiniens. Parce que quand on voit et on revoit ces rushs, eh bien, il y a une information qui est troublante, notamment la distance de tir. Si des tirs en caoutchouc ont été tirés à cette distance, ces balles ne peuvent pas tuer. Encore une fois, on ne parle pas de balles en caoutchouc. Eux parlent de balles réelles. Maintenant, ce qui, moi, m'étonne un peu, mais encore une fois, c'est mon analyse à chaud, c'est lorsqu'un des deux victimes, ou si vous êtes victime, il tombe les bras en avant pour se protéger de la chute. Lorsqu'on est blessé, en général, et d'après ce qu'ils disent, blessé grièvement, voire mortellement, on n'a pas... de réflexe. Ce réflexe, non, on n'a pas de vouloir... ne pas se blesser en tombant. C'est un peu étrange. Ce qui est plus ou moins, encore une fois, étrange, c'est toute cette organisation de l'événement avec un après l'autre. Si l'endroit est violent et dangereux, les gens n'y reviennent pas. Les gens ne vont pas revenir, et l'ambulance qui arrive après, et la presse qui est directement ici. Il y a également un élément intéressant que je voudrais aussi signaler, c'est que les photos qui ont été distribuées par AP montrent le corps d'une des victimes, encore une fois on parle d'ici d'images véhiculées, entourées du drapeau du Hamas. C'est-à-dire qu'il y a déjà ici une volonté de vouloir donner une couleur politique à l'événement, et si le Hamas est derrière cela, ce ne sera pas une surprise. Je vous rappelle que durant la seconde intifada, j'étais à l'époque en poste, nous avons eu affaire à une très grave... Je rappelle, vous étiez porte-parole de l'armée israélienne. Oui, nous avons eu affaire à une très grave histoire, comme quoi Tsahal aurait utilisé des gaz mortels contre des Palestiniens à Rafia, donc il y a de ça 10 ans. Donc à la frontière égyptienne entre la bande de Gaza et les images à l'époque montraient dans une salle d'hôpital ou de clinique des dizaines de personnes gesticulant avec des caméras de la BBC et de CNN. D'ailleurs, comme c'est encore une fois le cas cette fois-ci. Et on accusait Israël. Maintenant, dans ce cas précis de gaz mortel, entre guillemets, qui aurait dû être jeté du côté israélien, le vent n'est pas sous contrôle israélien que je sache. Donc comment on peut... des choses incroyables, évidemment, un événement bidon, fabriqué de toutes pièces, mais qui fait du mal et qui marche, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité d'arrêter n'importe quoi et n'importe... Mais la question, Olivier Rafovitch, pourquoi
i24 News s'est procuré ces rushs, les a analysés, les a commentés de la manière la plus objective possible. Pourquoi le porte-parole de l'armée israélienne, s'il en est quasiment certain de ce que vous appelez être a priori un bidonnage ou une supercherie de l'image, pourquoi le service de porte-parole n'a pas réagi plus tôt? D'abord, je reste prudent. Je dis qu'il ça semble être. Encore une fois, il y a une enquête en cours. L'enquête en cours est faite au plus haut niveau pour véritablement savoir ce qui s'est passé. Encore une fois, nous sommes dans un état de conflit, de violence entre deux côtés. Je ne peux pas totalement, ne pas penser à une bavure, à une erreur. Il se peut qu'il y ait une erreur. Je ne sais pas encore. Mais ça veut dire pour vous répondre, que le porte-parole de l'armée ou les autorités de l'armée ne peuvent pas aujourd'hui, de manière officielle et claire à 100%, dire qu'il n'y a pas eu d'événement. Nous devons enquêter. Mais le côté palestinien et la communauté internationale et tout ce qui est très facilement anti-israélien et qui veut délégitimer l'État d'Israël va directement vous dire vous êtes les responsables, je vous accuse, vous allez être condamnés. La phrase de Jem Psaki vous a choqué, la porte-parole du secrétariat d'État américain qui demande à Israël une enquête profonde? Énormément. Pourquoi? Parce qu'il y a ici une volonté d'accuser très rapidement l'État d'Israël. On se base sur des photos et des images qui sont propagées par des gens qui n'ont pas ni la légitimité, ni véritablement le poids de donner de l'information. Et troisième chose, vous savez qu'en justice, par exemple, lorsque vous voulez prouver quelque chose, il faut qu'il y ait des documents qui soient pris sur le vif et non pas montés. Un montage vidéo n'est pas une preuve qui est valide en justice. Mais elle demande une enquête, elle n'accuse pas. Oui, mais... je crois qu'Israël est un État suffisamment de droit et souverain pour enquêter lui-même sur des choses qui lui paraissent importantes. Donc je pense qu'ici les Américains font malheureusement deux poids deux mesures. Est-ce que ces choses-là sont demandées aux Syriens, aux Irakiens, aux Maliens, aux Nigérians, des choses un peu étranges et très rapides dans la course, si vous voulez, pour encore une fois mettre Israël un peu avec le dos au mur. Et comme vous le voyez, ça se déclenche et ça dérape et on arrive à du n'importe quoi. Et c'est ça qui est grave. Mais encore une fois, ce n'est pas nouveau. On est en pleine guerre médiatique. Merci Olivier Rafovitch, colonel de réserve de l'armée israélienne. Merci à vous. Merci d'avoir été avec nous. Dans quelques instants, la suite de votre morning et les dernières nouvelles du Festival de Cannes. A tout de suite. Bonjour à tous, troisième partie de votre morning et on se rend, comme tous les vendredis, on parle d'Afrique, on parle peut-être une nouveauté cette semaine, on parle de cinéma et d'Afrique avec vous Laura Duhamel. Oui, alors on va parler d'un film qui est présenté à Cannes en ce moment et qui est le seul film africain justement à être en compétition officielle. Alors là, il s'agit de Timbuktu, le chagrin des oiseaux. Et c'est donc, je vous le disais, le seul film africain en compétition officielle. Et il est en lice pour la Palme d'Or où il a provoqué une véritable onde de choc à Cannes. Alors ce film raconte la prise de pouvoir par les islamistes du nord du Mali en 2012. Il a été réalisé par le Mauritanien Abderrahmane Sissako. Et c'est toute l'absurdité de l'islam radical qui est dépeinte dans Timbuktu. Les scènes sont très évocatrices. On y voit par exemple un groupe d'islamistes parler de Zidane et de Messi avec passion, et puis condamné quelques heures plus tard à peine un jeune homme à 20 coups de fouet pour avoir osé jouer au foot. Alors c'est un exemple parmi d'autres. Et puis à l'écart de cette folie ambiante, sous leur tente, en plein désert, une famille touareg vit paisiblement. Cette famille dont le destin va basculer est le fil directeur de ce film dont on dit à Cannes qu'il aurait déjà remporté la Palme. D'ailleurs, en attendant sa sortie en salle, regardez un extrait. Malamuso ibeta ibe gando bese ka gando tugodi nebe gando tugodi ka jega fereke ibe gando tigala tugodi ka jita kiba funfu jega o ka bese ka ke tugodi an so mo yan la mo horo ya ko nala kala balo klene yala ka soro ma gando o kera sa na ma ka bolo tige de fe fla flani aya tige ndem so ka sa ana kunte bolo tige me ibe gando ubi ambetani ni ya me be gando bolo de bila ndem so ka sa bali do kera sa ne ba mo ni nun te kala nyoma ka sa bali an tɔɔrɔ u nana k'a fɔ k'an kunna biri an ye kunna biri don sisan tuguni ko gan mɔgɔ bɛ se ka gan dɔ cogo di ka baara kɛ ne kɔni t'a dɔn ne kɔni tɛ gan dɔ bi n t'a dɔn sini n t'a dɔn o tuma na a ye taa nin ye ni min bɛ kɛ o ka kɛ o ka taa nin ye. On l'a vu, Laura, c'est un film, finalement, une comédie tragique.
Exactement. Alors, ce qui a poussé le réalisateur à le faire, eh bien, c'est la lapidation d'un jeune couple non marié dans un village du nord du Mali. Alors, selon ses propres mots, on devient indifférent à l'horreur si on n'y fait pas attention. Et c'est justement un film de résistance qu'il a réalisé, un film politique, dur, mais teinté, vous le disiez, de beaucoup d'humour. Alors, le foot est interdit par les islamistes. Qu'à cela ne tienne, les garçons de Tombouctou inventent le foot sans ballon. Quant aux djihadistes, ils sont, eux, représentés de façon assez burlesque. Alors, c'est un ramassis de bras cassés dont on se rend très vite compte qu'ils ne seraient rien sans leurs armes. Et puis, autre caractéristique de ce film à souligner, eh bien, c'est cette Afrique à la fois rurale et moderne qui est dépeinte. Alors, la vache du couple Touareg au cœur du film s'appelle donc GPS, ni plus ni moins, il fallait y penser, surtout au milieu du désert. Alors, écoutez justement le réalisateur lors d'une conférence de presse à Cannes, réalisateur très ému. Le vrai courage, c'est ceux qui vivent, qui ont vécu, en tout cas au quotidien, ces moments-là, et qu'ils n'ont pas vécu un jour, 2 jours, ils ont vécu. Et ils ont fait un combat silencieux. Moi, j'ai été impressionné par ces gens-là. J'ai été impressionné par celles ou ceux qui m'ont parlé à Tombouctou. Et ces femmes qui s'appellent pudiquement mariées de force. Quand on raconte une histoire, on essaie de l'humaniser le maximum possible. Quand il y a une barbarie, il faut qu'à côté de ça, on puisse voir une fragilité à chaque instant. Celui qui maltraite peut douter. Film qui me touche particulièrement, Laura, parce que j'avais vu des joueurs de l'équipe d'Afghanistan de football contre l'autorité palestinienne, et la plupart des joueurs à qui il manquait des doigts, ils me disaient justement parce qu'on jouait au football le vendredi, que le vendredi c'est le jour de la prière, et que les talibans leur avaient coupé les doigts. Alors quelle est la situation? On revient au Mali justement, oui. On en a parlé dans ces titres. Oui, alors depuis 2012, donc, où un mouvement de rebelles Touaregs s'est allié avec des islamistes pour occuper le nord du Mali, la situation reste aujourd'hui très fragile dans le pays. Alors on le sait, une opération militaire a été lancée en 2013, opération dont la France a été le fer de lance. Depuis, les islamistes ont été chassés des grandes villes du nord du pays, mais restent cependant actifs dans ces zones. Alors ce lundi, des rebelles Touaregs ont affronté les militaires maliens dans leur fief à Kidal. Les violences ont fait 36 morts et une trentaine de fonctionnaires maliens ont été pris en otage. Et puis donc aujourd'hui, en dépit des pressions internationales et des forces armées qui sont déployées, eh bien, le processus de réconciliation entre Bamako et le nord du Mali est au point mort. Comment le réalisateur explique ses choix finalement ? Alors c'est une question très intéressante justement. Alors Abderrahmane Sissako explique clairement que la situation au nord du Mali l'a obligé à se positionner en tant qu'artiste. Il ne pouvait rester inactif et certainement pas neutre. Alors il a d'abord pensé faire un documentaire évidemment, mais il a vite compris que cela reviendrait à laisser la parole aux islamistes, et il a donc choisi la fiction pour se libérer de ses contraintes, et à noter aussi sa volonté de combattre l'amalgame Touareg djihadiste en plaçant justement ce couple Touareg au centre du film. Est-ce que finalement ce n'est pas un film anti-islamiste, et la question qui se pose c'est le casting? Alors c'est un film clairement anti-islamiste, et justement ça a provoqué beaucoup de problèmes dans la mise en scène et dans l'organisation du tournage. Donc tout a effectivement été difficile. Alors d'une part, le film a été tourné en Mauritanie et non au nord Mali, malgré le départ des islamistes. Le réalisateur rêvait de filmer à Tombouctou, mais à quelques semaines du début du tournage en septembre dernier, un grave attentat suicide a eu lieu dans la caserne militaire. Et c'est à ce moment-là que le choix de la Mauritanie a été fait. Il a fallu recréer le décor malien, trouver un fleuve et puis surtout obtenir une protection armée, car il s'agit là justement du premier film radicalement anti-islamiste, et donc ça n'est pas sans risque. Alors quoi qu'il en soit, ce film a déjà conquis la Croisette et pourrait bien rafler la récompense suprême, la Palme d'Or. Merci Laura Duhamel. Merci. Et l'actualité de ce vendredi, c'est surtout la Thaïlande. La Thaïlande, première nuit passée sous un couvre-feu, et déjà les premières réactions de la communauté internationale. Les États-Unis qui condamnent les menaces de suspendre la coopération militaire avec son allié. En Égypte, à moins de 3 jours des élections présidentielles, les forces de sécurité ont tué le leader d'un groupe djihadiste basé dans le Sinaï, Ansar Bait al-Maqdess. Enfin, au Mali, on en parlait à l'instant avec Laura Duhamel. Les rebelles Touaregs ont repris le contrôle de la ville de Kidal, dans le nord du pays. Les autorités maliennes ont précisé que l'autre grande ville, Ménaka, était désormais sous pression des groupes armés.
Jingle très énergique pour parler du Festival de Cannes. En tout cas, on continue à parler du Festival de Cannes avec vous, Laetitia Morigny, dans un instant. Avant ça, on va parler d'un film, la présence israélienne sur la croisette. On regarde. Par ses mises en scène et ses écrits, Shira Geffen a incontestablement trouvé sa place dans la culture israélienne contemporaine, pointant et dénonçant ses actualités et ses travers. Indépendante, créative, elle est connue pour ses livres pour enfants, pour son activité théâtrale et bien sûr ses films. Originaire de Tel Aviv, fille du poète Yehonatan Geffen, Shira Geffen a grandi dans un environnement artistique. Shira Geffen a démarré sa carrière d'écrivain en 1993 avec Quand la mer était une soupe, une série de nouvelles pour une chaîne de télé pour enfants en Israël. Ce livre a provoqué une vaste polémique parmi les enseignants car elle y décrit Dieu telle une chose que l'on trouve dans une épicerie. Elle touche à tout, poésie, littérature pour enfants et poursuit son travail pour la télé. Pour la chaîne Hot en 2003, elle écrit Le jeu de la vie, une série dédiée au théâtre. La série a été un succès et maintes fois rediffusée, entre autres en 2007 et en 2011. En 2007, elle passe au cinéma, c'est le tournant de sa carrière. Elle co-réalise Les Méduses aux côtés de son époux, le romancier Edgar Keret. Et c'est le succès dans son pays et à l'étranger. En France, elle reçoit le prix de la Société des auteurs-compositeurs dramatiques et surtout la Caméra d'Or au Festival de Cannes en 2007. Le film Self-Made a été présenté à la Semaine de la critique à Cannes cette année. Il raconte l'histoire de deux femmes, l'une israélienne, l'autre palestinienne, confinées dans leur monde respectif. Après une confusion à un point de contrôle, elles se retrouvent à vivre la vie de l'autre de part et d'autre de la frontière. Self-Made est une comédie absurde qui moque aussi bien le circuit international de l'art contemporain que l'administration et les barrages entre les deux entités. Le film n'a pas remporté un succès auprès de la critique, mais il devrait être distribué. Autrefois connue comme étant la fille du célèbre poète Yehonatan Geffen, ou la sœur de la rockstar israélienne Aviv Geffen, ou la femme de l'écrivain Edgar Keret, Shira a désormais un nom bien à elle et une identité. L'une des meilleures observatrices de la société israélienne d'aujourd'hui, pour le meilleur et pour le pire. Eh bien, la chanson le disait, elle est là pour nous. C'est beau, Laetitia. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour. C'est un marathon, vous le faites depuis quasiment 15 jours. Oui. Tous les matins, vous êtes là et vous nous racontez les dernières nouvelles de Cannes. Et vous allez commencer, bien évidemment, par les marches. Par les marches du tapis rouge, tout à fait. Alors hier soir, on avait affaire d'abord au film de Xavier Dolan. Le jeune réalisateur québécois était présent sur le tapis rouge aux côtés de toute son équipe. On peut rappeler que Xavier Dolan donc, a 25 ans, que c'est son 5e film, que 4 d'entre eux sont déjà venus au Festival de Cannes et ont reçu un prix. Son premier prix, il l'a reçu à seulement 20 ans. Xavier Dolan fait partie de cette nouvelle génération de Québécois comme Jean-Marc Vallée et son Crazy ou Ken Scott et son Starbucks qui marchent. Les Québécois qui s'exportent à travers le monde. Et il y a une standing ovation à quasiment chaque projection de son film. Alors, il y a une standing ovation à Cannes. Maintenant, Xavier Dolan, c'est pas quelqu'un qui fait l'unanimité en termes d'opinion. Les gens ne savent pas trop comment le considérer. Est-ce un nouveau Godard ou est-ce un amateur, un imposteur? En tout cas, moi, j'adore Xavier Dolan. Je pense qu'il a une très longue carrière de cinéaste devant lui et pas seulement de cinéaste, puisque on peut rappeler qu'il écrit, qu'il monte et puis qu'il joue dans ses films. Xavier Dolan, c'est la nouvelle génération d'un homme complet. Voilà, c'est comme un smartphone, c'est exactement. Le réalisateur smartphone. Il envoie des mails aussi également alors certainement. Mais... Vous n'avez pas vérifié encore. On va parler de Charlotte Gainsbourg également. Oui, Charlotte Gainsbourg qui était présente sur le tapis rouge de ce Xavier Dolan qui avait fait le déplacement, tout comme toute l'équipe du film Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu, la comédie qui rafle tout le box-office en France, qui dépasse. C'est absolument hallucinant, c'est ce genre de surprise qu'on a en France au box-office. C'était un petit peu la même histoire avec Les Ch'tis ou encore avec Les Intouchables. On a l'impression que chaque année, il y a un film qui sort du lot. C'est en général des comédies. Donc voilà, toute l'équipe du film était présente. Christian Clavier, l'acteur principal, était très heureux de monter ces marches pour le film de Xavier Dolan. Et puis l'autre film qui était sur le tapis rouge hier, celui de Ken Loach. Alors on en a déjà un petit peu parlé hier. Ça s'appelle Jimmy's Hall. Toute l'équipe du film était présente. Pas vraiment
de bataille sur le tapis rouge de qui s'y présentera. Voilà, donc l'équipe du film était là. Ken Loach avait très très peur de venir à Cannes cette année présenter ce nouveau long métrage. Il a d'ailleurs très peur de présenter son cinéma au public. Il a peur de faire du non-sens cinématographique. Malgré tout, il est en compétition pour la Palme d'Or. Autre actualité de Cannes ? Autre actualité de Cannes, c'est ce soir, puisque le dernier français, le dernier film à être présenté en compétition officielle, c'est celui d'Olivier Assayas. C'est l'un de mes favoris cette année. Ça s'appelle The Clouds of Sils Maria. En français, c'est simplement Sils Maria. Sils Maria, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce nom, mais c'est une région en Suisse, une région où en général les gens viennent se retirer. On a un extrait. On va regarder tout de suite, on en parle après. What's wrong with my acting? Nothing. What do I need to do to make you admire me? Do I think too much? Huh? I went to classical, not liberated like Joanne. You're here to talk to me, so start talking. I don't know. You can't be as accomplished as you are and as well-rounded as an actress as you are and still expect to hold on to the privileges of youth. It just doesn't work like that. Oh. So I'm allowed to not be old as long as I don't want to be young. Is that it? Yeah. I don't know. I guess so. Yes. Totally. Et ce n'est sûrement pas la première fois que Juliette Binoche joue en anglais, mais en tout cas là, elle a une coiffure plutôt garçonne. Cette remarque est très intéressante puisque Olivier Assayas a précisé justement en conférence de presse qu'il préférait Juliette Binoche qui joue en anglais plutôt qu'en français. Il trouve qu'en français, elle fait trop attention à son jeu, alors qu'en anglais, elle se libère complètement et on le voit réellement. D'ailleurs, c'est en anglais qu'elle avait reçu son Oscar pour Le Patient anglais. Et ce qui est aussi intéressant dans ce film, c'est qu'une complète mise en abîme. On peut remarquer que Juliette Binoche finalement joue un rôle de son âge. On la voit quand même assez vieillie, les cheveux très courts, discuter avec une nouvelle génération d'actrices dont fait partie Kristen Stewart. Donc c'est le thème de ce film, ça suit une star au sommet de son art à l'international, donc c'est interprété par Juliette Binoche. Elle se voit proposer, c'est là où est la mise en abîme, un rôle dans la pièce qui l'a rendue célèbre à l'époque. Seulement cette fois-ci, elle ne va plus jouer le rôle de la jeune première dans la pièce, elle va jouer le rôle de la patronne de cette jeune première qui va être poussée au suicide. Donc voilà, c'est un inversement de situation et c'est un des films favoris cette année pour la Palme d'Or. Voilà. Et ça marche. Dernière information, on a très peu de temps, l'âme phare, et notamment la présence de Madame ex-Sarkozy. Madame Sarkozy. Madame Sarkozy, mais ex-première dame, et la présence aussi, bien évidemment, de Sharon Stone. La première dame donc, est venue juste avant de venir en Israël, puisqu'elle va donner un concert ce week-end ici avec son mari. Son mari qui d'ailleurs va voter par procuration, puisqu'il veut être présent pour voir sa femme en concert. Et puis voilà, Sharon Stone en larmes. C'était absolument magnifique. On n'a pas le temps de le montrer. On le remontera certainement ce week-end pour le petit best-of de Cannes. Merci d'avoir été complet sur le festival de Cannes, Laetitia. Vous portez les jeans, mesdemoiselles, moi aussi également. Et il paraît, Oyan Wakin va nous en parler dans un instant, que le jean ne se lave pas. À tout de suite. Quatrième et dernière partie de votre morning et on commence tout de suite avec vous, Marie Chek. Bonjour. Bonjour. Merci d'être à mes côtés ce vendredi. On va parler d'art, de culture, si possible d'art et de culture, avec Guy Yanai. C'est un peintre, il aime la couleur et il le montre. Tout à fait. Guy Yanai a vécu entre Israël et Boston et a été très influencé par Matisse, par Piero de Uccello, par Cézanne, et ses peintures sont une mise en perspective. Non, il n'y a pas du tout de perspective, justement. C'est ça qui le caractérise. Beaucoup de couleurs. C'est le maître de la couleur, et en général, je ne montre que des choses assez triste. Et là, j'ai décidé de fêter ce week-end avec ces magnifiques tableaux, peintures, juxtaposés une à côté de l'autre. Là, par exemple, c'est un peu sa maison, sa chambre. C'est aussi le divan du psychologue. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement des images qu'on voit qui ont l'air simplistes. Il y a beaucoup de solitude. Il
Il y a beaucoup je dirais, à travers la couleur, on peut retracer tout un monde entier. Là, c'est vraiment un hommage au studio de Matisse. On reconnaît tout le tableau est chargé, beaucoup ce qui est très rare pour un artiste israélien. Cette façon c'est pour ça que je me demande, et lui-même se demande s'il est vraiment israélien ou non. Mais il ne les crée pas, ces couleurs, il les accentue. Il a des tuyaux, il les mélange et il les crée dans un magnifique studio au-dessus de Tel Aviv. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de création de couleurs, il n'y a pas d'inventivité, il y a juste... il accentue certaines couleurs. Il accentue, oui, regardez cette banane-là qui est vraiment... d'un jaune vif. Avec ces jeux de lumière et de... C'est-à-dire c'est un objet, ça peut être un objet anodin, banal, où tu te dis une banane, une pomme, une poire. Cézanne l'a fait pendant des dizaines d'années. Et puis à la fin, ça devient une vraie mise en scène. Et là, il y a une vraie perspective. Et voilà. Donc Guy Yanai est une grande star maintenant. Il expose un peu partout parce que je pense que étant le fils, entre guillemets, de David Hockney, qui est si connu, qui fait des tableaux de mer, de piscine, d'aquarelle, de maisons, de style life, je dirais. Il aurait pu peut-être nous dessiner. Oui, bien sûr. Oui, je vais lui dire de venir avec sa palette. Peut-être un jour, il nous rendra plus beau et plus vert et plus rouge. En tout cas, vraiment, à suivre. C'est un artiste qui appartient à la galerie Alon Segev sur le boulevard Rothschild. Et je conseille de suivre ses pas. C'est la gaieté et la sobriété en même temps à merveille. Voilà. Alors, on parlait des couleurs. Il n'y en avait pas dans les années 30. Mais cela dit, il y avait de la joie, de la vie. Et c'est le retour, justement, aux années 30 avec... Tzalmania, ça se passe également à Tel Aviv. Alors la Tzalmania fait partie d'une fête que je montre ici, ça s'appelle les Maisons en dedans, c'est-à-dire qu'il y a ce week-end, à Tel Aviv même, plus de 150 endroits ouverts au public, sans argent, des choses magnifiques, c'est pas les choses connues seulement, c'est toutes sortes de maisons d'architecture. Déjà à la télé, chez vous-même, il y a aujourd'hui une visite des états de lieux et entre autres, il y a la Tzalmania. La Tzalmania, le premier magasin de photographie à Tel Aviv, depuis les années 1940. Rudi Lösenstein et sa femme décident d'ouvrir un magasin de photos à l'ancienne. Et aujourd'hui, ces 3 jours, on amène les gens là-bas, enfin ceux qui veulent bien sûr, s'installent. On les habille avec les habits de la grand-mère originaux. Donc hier, j'ai dû mettre une fourrure et des bijoux, et on retrace notre visage d'aujourd'hui à l'époque ancienne. C'est-à-dire qu'ils utilisent un papier spécial de sépia qui qui efface 60 ans d'existence. Et quel est l'effet justement ? C'est très spécial parce que tu as l'impression, tu languis ce moment. C'est l'impression que j'aurais aimé habiter là-bas, j'aurais aimé vivre à ce temps-là. Il y a une sorte de mélancolie des années 30, il y a une sorte de beauté ancienne, il y a une sorte d'antiquité, il y a une sorte de culture qui nous manque peut-être un peu. Et dans les années 30, la femme était mise à l'honneur. Est-ce qu'elle l'est également dans D'abord, l'année 30, c'est la plus belle année de la femme, Exactement. Comme dirait Monsieur Balzac, il a dit la femme de 30 ans. Donc c'est déjà bien. Et tous ces gens-là que vous voyez qui vous semblent appartenir à cette époque, non, ils sont d'aujourd'hui. Les portraits ont été faits hier et demain et après-demain. Donc je vous conseille d'aller à la Tzalmania, c'est à la rue Tchernichovski. Voilà, c'est tout à cause des objets qui les entourent, qui nous habillent, et à cause grâce au papier spécial rempli de sépia, on a l'impression de revivre une autre époque. Vraiment, c'est Gapsi le magnifique. La question qui me vient à l'idée. J'étais abasourdie de mon visage. Il y a quelque chose d'ancien. Déjà, j'ai pas 20 ans depuis longtemps, mais là, j'avais vraiment l'impression d'être à l'époque de ma grand-mère, disons. Ça change quand même. Et c'est marrant, c'est vous-même. Vous savez que c'est vous-même. Vous savez que vous avez été déguisé, vous avez été un mannequin. Voilà, c'est moi. Voilà. Donc, vraiment, j'ai l'impression d'être dans les années one time. Voilà, vous voyez la différence ? Le papier, la couleur, le regard, il y a quelque chose de marrant. Vous avez un regard subjugant, Marichek. Oh oui, bon, voilà. Alors, c'est ce qui se passe. Je vous conseille... C'est un homme qui le dit. Je vous conseille d'y aller, entre autres, et de voir tout ce qui se passe à Tel Aviv ce week-end. C'est extraordinaire. Vous faites www.batim.org. Voilà. Amusez-vous bien. Donc, on répète, Guy Yanai et Tzalmania à Tel Aviv. Merci, Marichek, d'avoir été avec nous ce matin.
Rappel des titres ce matin, les principaux titres, c'est d'abord la Thaïlande où dans le pays, première nuit passée sous un couvre-feu, les premières réactions de la communauté internationale sont tombées, les États-Unis, la France, l'Europe, les Nations Unies, tous condamnent et menacent de suspendre la coopération militaire avec leurs alliés. En Égypte, à moins de 3 jours des élections présidentielles, ça se passera les 26 et 27 mai prochains. Les forces de sécurité ont tué cette nuit le leader d'un groupe djihadiste basé dans le Sinaï, Ansar Bait al-Maqdess, ainsi qu'au moins 3 autres de ses membres. Au Mali, les rebelles Touaregs ont repris le contrôle de la ville de Kidal dans le nord du pays. Les autorités maliennes ont précisé par ailleurs que l'autre grande ville de cette région, Ménaka, était sous pression des groupes armés. Dans un instant, on vous retrouve Yohan Waki. Bonjour tout d'abord. Bonjour Mathias. Et Marie et Yohan, est-ce que vous prenez le vélo à Tel Aviv? Ça m'arrive, oui. Quand on ne me le vole pas. Bon, ben alors, quand on ne vole pas le vélo de Marie, eh bien, on la voit sur un vélo. C'est le reportage du jour. Le vélo électrique, nouveau phénomène de mode en Israël, utilisé par les ados comme par les adultes, il est facile à manier et demande peu d'entretien. Mais selon l'agence israélienne pour la sécurité routière, ce moyen de transport motorisé pouvant atteindre les 15 km/h devrait être classé comme véhicule. Actuellement, il n'existe presque aucune réglementation concernant l'utilisation du vélo électrique ni la puissance du moteur. Le Parlement israélien est en train d'examiner un rapport de l'Agence pour la sécurité routière dont l'objectif est de faire changer cette situation. L'agence préconise un âge minimum de 14 ans et la limitation de la puissance du moteur à 250 watts. La commission parlementaire des affaires économiques a ordonné au ministère des Transports et aux autorités concernées de soumettre avant le 30 juin de nouvelles réglementations. Cependant, aucune donnée n'a été fournie quant au nombre d'accidents impliquant des vélos électriques chaque année. Il s'agit en effet d'un produit encore relativement récent sur le marché qui n'a gagné en popularité qu'au cours de l'année passée. L'agence a toutefois cité de nombreux cas graves d'accidents ayant causé aux cyclistes ou aux piétons des blessures. Des dizaines de milliers de vélos électriques sillonnent déjà les routes du pays. Et comme la plupart des phénomènes récents, ce marché pourrait bien faire l'objet d'une stricte réglementation. On va parler de consommation avec vous, Yohan Waki, la consommation au quotidien. Comment optimiser cette consommation? Et vous allez nous parler du jean, j'imagine que vous en portez d'ailleurs. Je commence par le jean. Voilà, je le regarde donc sous la table et vous portez un jean. Je porte un jean et effectivement, donc on commence avec les bons plans conso concernant le jean, avec cette déclaration de Chip Bergh, le président directeur général de la marque emblématique Levi Strauss & Co, qui s'est exprimé à l'occasion de la conférence Brainstorm Green à New York du 19 au 21 mai. Écoutez-le, on en reparle juste après. We're trying to educate the consumers. And actually, I mean, these are one of my favorite jeans. These jeans are maybe a year old, and these have yet to see a washing machine. I know that sounds totally disgusting. I know it does. But believe me, it can be done. You can spot clean it, you can air dry it, and it's fine. I have yet to get a skin disease or anything else. It works. Voilà, donc le message est clair. Il nous recommande de ne pas laver nos jeans. C'est ce qu'il appelle la stratégie du no wash. Jamais, jamais laver un jean. La question, est-ce que c'est hygiénique? Alors, c'est hygiénique, forcément non, il y a un problème. Il nous dit qu'il n'a pas de problème de peau ou de bactéries parce qu'en fait, il fait ce qu'on appelle le lavage à sec. Il y a d'autres solutions. Une des solutions souvent recommandées, c'est de tout simplement mettre son jean au congélateur. C'est-à-dire, vous mettez votre jean dans un sac plastique, voilà, vous le fermez, vous le mettez quelques heures. On peut s'automettre dans le congélateur aussi, c'est pas... Ça, c'est un autre problème. D'accord. Vous mettez votre jean au congélateur quelques heures et les bactéries sont tuées. Voilà, donc personnellement, je n'ai pas essayé. Il faudrait faire le test sur plusieurs mois, plusieurs années pour voir si le taux de bactéries est équivalent à un jean lavé en machine. En tout cas, le PDG de Levi's nous dit qu'il le pratique depuis toujours et que ça fonctionne. Je suis sceptique. Sceptique? Oui, je suis sceptique. On essaye avec plaisir. Eh ben, on essaye, on en parle la prochaine fois. Marie, vous y allez essayer ou pas la semaine prochaine? J'ai pas de place dans le frigo. Au congélateur? Ah oui, ça c'est un autre problème. C'est ou ça ou du poulet alors? Ah oui, non, j'ai pas de plan conso concernant le congélateur aujourd'hui. Est-ce que ça change en fonction du jean 501, 517? Non, pas du tout. Non, c'est la matière en fait. Voilà, on sait très bien que ça abîme le jean de le laver.
considère qu'il ne faut pas du tout le laver. En tout cas, il nous recommande de ne pas le faire et de mettre les jeans au congélateur. Une deuxième astuce conso ? Oui, avec Une deuxième astuce conso. Alors Mathias, comment faites-vous lorsque vous voulez réserver un billet d'avion ? Que vous revenez régulièrement sur le site de réservation, que vous voyez que les prix augmentent ou les prix diminuent. J'ai pas le droit de voyager, je suis à I-24. Ah, alors on voyage pas, donc on n'a pas de chance. Et bien sachez qu'il existe désormais une solution, un moyen d'optimiser la réservation de vos billets d'avion en ligne. Alors on parle souvent des big data, toutes ces données que les sites internet arrivent à récolter sur les utilisateurs. Ce site internet qui s'appelle hopper.com les utilise et nous les donne pour nous donner un certain nombre de statistiques et d'informations dans le but d'optimiser notre voyage. C'est-à-dire que vous avez toutes les informations nécessaires pour réduire le prix de votre billet, réserver au bon moment, réserver le bon nombre de semaines à l'avance pour payer moins cher. Je vous donne un exemple. J'ai fait le test avec un vol Tel Aviv-Paris et on voit sur le site internet tout un ensemble d'informations qui nous dit quelle est la meilleure période pour réserver un billet Tel Aviv-Paris, quelle est la période où les prix des billets sont le moins chers, combien de temps à l'avance il faut réserver, combien coûte en moyenne, voilà. Donc sur le test que j'ai effectué aujourd'hui, on nous dit qu'il y a beaucoup de réservations en ce moment et que si on a un vol Tel Aviv-Paris à réserver, il faut se dépêcher ou attendre quelques semaines pour que le cycle se renouvelle. Voilà, donc énormément de statistiques, c'est très digeste, ça fonctionne très bien. Et pour une fois, on a d'autres informations que le prix et l'incompréhension de pourquoi les prix changent, comment ça se passe. Là, on a toutes les données qui nous permettent de prendre une décision. Ça vous intéresse, Marie ? Tout à fait, oui, je l'ai déjà ça fonctionne très bien. Ouais, ça fonctionne très bien, on a vraiment beaucoup d'infos. On voit le prix le plus bas du moment, on voit quand il faut réserver. C'est utile à l'agréable. C'est bon. On rentre la destination de départ, la ville de départ, la ville d'arrivée, et vous avez toutes les informations. Faites attention, je testerai la prochaine fois Conakry et Ouagadougou. Ah ouais. On parle des crèmes solaires également. Lorsqu'on voyage, c'est bien, mais il faut bronzer aussi. Exactement. Alors un troisième bon plan. Alors celui-ci n'est pas encore disponible sur le marché. C'est tout simplement la crème solaire à avaler. Alors c'est complètement nouveau. Les innovations dans le domaine des crèmes solaires ne manquent pas. On a les crèmes en spray, en mousse également, en lait, en huile, voilà, on en a beaucoup. Là, on vous parle tout simplement d'une nouvelle solution de protection solaire à avaler. C'est un liquide, on avale quelques millilitres pour une protection. 1 heure après, on peut s'exposer au soleil et on est protégé pendant 3 ou 4 heures. Alors, le produit n'est pas encore disponible, il n'est même pas encore testé par les autorités sanitaires américaines. Ça devrait arriver dans les semaines qui arrivent. Si c'est Est-ce qu'on a validé, des informations sur l'âge en tout cas ? Est-ce que ça peut être accessible pour tout le monde. Pour tout le monde. Indice de protection 30. Les premiers tests au sein du laboratoire qui a développé le produit nous disent que c'est encore plus efficace qu'une crème solaire classique. Donc pourquoi pas, c'est déjà le futur en fait, on avale notre crème solaire. Pourquoi pas utile surtout pour les enfants qui en général ne veulent pas se mettre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours agréable d'avoir une crème solaire, c'est gras, ça peut tacher les vêtements, il faut renouveler l'opération. Là c'est juste quelques millilitres à avaler d'une solution buvable et c'est réglé. Et vous Marie ? J'y crois pas du tout. Non, tout ce qu'on avale, on ne sait pas le résultat de ça. Je préfère une crème qui est extérieure que quelque chose d'intérieur. Voilà. Mais ça c'est psychologique parce que la crème pénètre votre corps. C'est psychologique parce que la crème que vous mettez sur votre peau, elle pénètre votre corps. C'est vrai, mais avaler, on sait que les médicaments, toutes sortes de médicaments n'ont jamais fait que du bien. On attend les gélules par exemple. La gélule par exemple. La gélule par exemple. Et quelle est la différence justement entre une gélule et cette crème Tout ça pour bronzer, est-ce que ça vaut la peine de tester ? C'est pas pour bronzer, c'est pour se protéger du soleil. L'idée est différente, alors c'est pour optimiser son bronzage parce qu'on est protégé, mais l'idée de départ c'est de bloquer 97% des rayons du soleil. C'est intéressant. On verra. On va faire tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, on a du travail à faire je pense. La crème solaire, le jean, Conakry, Ouagadougou, et il nous reste pas longtemps pour parler de la protection contre une boisson classique également. La protection contre une boisson classique. Non, c'est une boisson classique qui permet de se protéger du soleil. Voilà, c'est ça. Voilà, c'était mon troisième mot. Pardon, voilà, je suis plus, vous me dérangez en parlant de désolé, jean. Mathias. Attendez, on va refaire dans l'ordre. Est-ce que le jean se mange aussi ou non ? Non, le jean on le met au congélateur, on ne le mange pas. Le site hopper.com pour optimiser vos billets d'avion et la crème solaire à avaler pour bronzer en toute sécurité. Bon, on aura très bien compris. Et après, merci. vous allez à la Tselmania. Et après, on va à la Tselmania se faire photographier. Week-end chargé. On est prêt pour bronzer, on est prêt pour l'été. Merci Johan, merci Marie, à très bientôt. Vous retrouverez dès lundi une édition spéciale consacrée au pape avec aux commandes Barbara Scherer. Quant à moi, je vous souhaite un excellent week-end. Merci à ceux qui l'ont préparé et ceux qui l'ont réalisé. À tout de suite.